Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je vais me poser pour peut-être que ce soit plus fixe au niveau de la projection, enfin du film, puisque vous êtes filmés, mesdames, messieurs. Merci Léonore. Je suis en charge de vous présenter les orientations de notre programme MICIB. Gilles nous a donné le cadre général qui est celui du PEPR VDBI et les orientations du PEPR. Et pour vous planter le décor de ce qui va être discuté aujourd'hui, voilà, je vais vous présenter, j'espère sans trop traîner, les orientations, le programme, la composition de l'équipe du centre opérationnel. Donc je vous ai mis, parce que c'est important, la composition de l'équipe qui n'est pas encore au complet. Mais cette équipe, elle expérimente de fait une pluralité scientifique puisqu'elle est composée de Sciences pour l'ingénieur et de SHS. Et dans ces SHS, on a de l'anthropologie, on a de l'urbanisme, on a de l'ergonomie. Et puis on va avoir d'autres collègues qui vont venir nous rejoindre. Donc vous avez été accueillis par la plupart par Éléonore Gendry. Vous avez entendu Carole et puis Lionel Souillac, que tout le monde peut-être connaît, mais voilà, qui est au premier rang. Et un point que je voulais mettre dans ce slide, c'est que nous avons, de par notre pratique, les uns et les autres, les unes et les autres, un fort ancrage et une forte attention aux liens que l'on entretient avec la société. Gilles, tu parlais de besoins. Nous avons, nous, dans nos pratiques de recherche, une réflexion épistémologique, je vais prononcer un gros mot, sur les liens qui peuvent exister entre science avec un S et société aussi avec un S. Et ça fait partie des éléments qui sont au cœur de notre manière de réfléchir. Alors, au cœur de notre centre opérationnel aussi, ce que je souhaitais vous présenter, après avoir échangé avec les collègues lors d'une précédente aussi présentation, c'est peut-être, avant que de vous expliquer comment on s'est structuré à présent, quelle est la trajectoire par laquelle on est passé, parce qu'il nous semble que cette trajectoire, finalement, elle est assez emblématique de la manière dont on peut se poser des questions autour de la ville durable et des bâtiments innovants qu'il s'agit de faire. Au tout début de notre aventure, finalement, la manière dont nous avons appréhendé les choses, c'était de constater quels étaient les défis liés à l'urbain généralisé, à l'urbanisation. Gilles vous en a parlé dans la présentation du PEPR. Et donc ces multiples défis qui ont été structurants et auxquels les projets peuvent répondre. Et accolé à ces défis, c'était un constat qu'il fallait, pour répondre à ces défis climatiques, mais aussi environnementaux, sociétaux, écologiques, développer une appréhension qui soit une appréhension systémique, globale de phénomènes complexes, de phénomènes qui évoluent, de phénomènes qui se déroulent à de multiples échelles, et je ne parle pas là que de phénomènes physiques, qu'il y avait besoin de développer des modélisations, simulations, et nous avons ajouté expérimentation, à des fins diverses. Dans ces fins, il y avait des fins de compréhension, d'explicitation, de diagnostic, de prévision, prédiction, conception, des besoins opérationnels, puisque, vous en reparlerez sans doute ce matin, on a pu constater qu'il y avait parfois une certaine distance, voire une incompréhension entre des demandeurs, des commanditaires et puis des productions scientifiques, et puis des besoins d'approche plus systémique. Et en même temps, ce que l'on voit à la droite de ce slide, une multiplicité de modèles à des échelles et sur des objets extrêmement divers, centrés souvent sur des phénomènes spécifiques, avec des problématiques scientifiques d'interopérabilité, alors qu'il y a des acteurs qui demandaient à plus d'intégration. Un écosystème, ou plutôt des écosystèmes extrêmement variés, que l'on soit du côté des modélisateurs, des scientifiques, des professionnels, des collectivités, parfois avec des logiques de concurrence. Et donc, le premier pas a été de se dire que notre centre opérationnel aurait pour objet et pour projet de développer des modèles et des approches intégrées de simulations urbaines, qu'il viserait, comme il était attendu du fait du PEPR, à structurer, accompagner et développer une expertise en modélisation urbaine, plus en prise avec les usagers, les parties prenantes, les publics, les territoires, etc. Ce cadre-là reste bien évidemment valide.
Mais du fait de notre pluralité scientifique et de la richesse de notre groupe, nous nous sommes interrogés aussi sur est-ce que finalement cette orientation était suffisante ? Est-ce qu'elle intégrait assez les questions relatives à la fabrique urbaine, au projet autour justement de cette fabrique ? Est-ce qu'elle était assez ancrée avec les spécificités des territoires ? Est-ce qu'elle prenait assez en compte les diverses expériences, les évolutions du travail, etc., etc. Ce d'autant plus que, discutant les uns avec les autres, les unes avec l'autre, je devrais dire, puisque pour l'instant, Lionel est entouré de femmes, et grâce à la présence aussi d'Éléonore, qui est urbaniste, nous avons essayé de voir du côté justement de la fabrique de la ville, qu'est-ce qu'il en était de la fabrique des territoires, et nous avons pu constater de manière effectivement plus fine que on pouvait rencontrer des acteurs extrêmement variés, des processus très complexes, très inscrits souvent dans des cadres réglementaires, voire législatifs, qui re-questionnaient la fabrication des modèles scientifiques, qu'il y avait des transformations aussi incessantes de ces divers cadres, que dans les projets et dans les productions scientifiques ou dans les démarches, on prenait souvent trop peu en compte les activités réelles des différents acteurs, peut-être même y compris des chercheurs et des chercheuses, qu'il y avait nécessité aussi à s'interroger sur quelles étaient les problématiques concrètes qui étaient rencontrées par les acteurs. Nous vous avons mis en illustration deux exemples de la manière dont finalement peuvent se construire les architectures de projets d'aménagement, et on voit que cela pose des questions si on pense uniquement du côté de la modélisation sur à quel moment elle peut être pensée, intégrée, pour qui, pourquoi, dans quel cadre de contraintes elle s'inscrit, ou quelles sont les attentes et les enjeux et les responsabilités auxquelles elle doit répondre pour devenir de vrais outils pour les acteurs. De fait, nous avons choisi de nous positionner au prisme de ces deux réflexions que je vous présente très très vite, dans le champ des sciences de la conception qui nous réunissait finalement tous les quatre. Pourquoi cette inscription et qu'est-ce que ça veut dire très concrètement dans le cadre d'un projet de recherche qui souhaite contribuer à des dialogues sciences-société ? Dire que l'on est inscrit dans les sciences de la conception, outre le fait que ça nous réunisse tous les quatre, c'est dire que notre projet est vraiment de participer à la contribution au fait qu'advienne quelque chose qui n'existe pas encore. Quand on dit quelque chose qui n'existe pas encore, c'est la ville durable. Donc on va voir qu'elle est un mélange de matérialité physique, bâtimentaire, mais pas uniquement, mais aussi d'immatérialité, de gouvernance par exemple, de règles, de nouvelles conventions. C'est faire référence à des modalités d'action de type projet qui veulent dire qu'il y a une réunion de divers acteurs de manière collective, inscrits dans des temporalités avec des gouvernances, mais aussi, on l'a mis entre parenthèses, avec une perspective méliorative, c'est-à-dire et de transformation. C'est-à-dire que vraiment, cette inscription dans les sciences de la conception fait que l'on se pose la question du faire de manière très concrète et avec une perspective de transformation. Deuxième point que l'on a voulu aussi porter, c'est la question de la co-conception. C'est-à-dire de se dire que dans notre centre opérationnel et dans les projets auxquels nous souhaitions contribuer, il y avait un enjeu, sans doute, pour ne pas uniquement être dans des modalités d'expertise où on associerait les gens pour les informer, pour de la simple concertation, mais qu'il y avait un enjeu pour faire la ville durable, vraiment de contribution, de co-conception avec divers protagonistes, partant sur, non pas une solution, mais sur déjà un point de départ qui serait de se dire quel est le problème. Et puis, nous avons donc décidé que nous avons certes à produire des connaissances, mais nous avons aussi à produire des connaissances sur les chemins de l'action, sur des cadres de production de connaissances qui soient pertinentes et solides, et une contribution ainsi à contribuer à la réflexion autour de sciences et société. Le schéma est illisible, mais c'est un petit clin d'œil à une journée que nous avons organisée le 4 février avec nos membres de conseils scientifiques et de parties prenantes, puisque nous avons réuni des collègues, dont certains sont avec nous aujourd'hui et seront avec nous pendant les 2 journées, pour échanger justement sur ce positionnement, non pas pour qu'ils le valident, mais pour rentrer en dialogue avec nos collègues. Et donc,
c'est un schéma qui a été réalisé par une collègue d'un bureau d'études qui s'appelle Tribu, Héloïse Marie. Et vous voyez ci-dessous, finalement, la caractérisation de ce que l'on fait dans ce centre opérationnel. Explorer, partager, proposer, co-concevoir des concepts, des outils, des méthodes entre sciences et société, autour de pratiques de modélisation, simulation et expérimentation urbaine, mais aussi de pratiques de projet, pour répondre à cet enjeu de fabrication de milieux urbains durables, pour des transitions. La question processuelle et la question de ce qu'il va y avoir à faire advenir est très importante, qui serait souhaitable et désirable en prenant appui donc, sur des actions réelles. Cela nous a conduit à formuler de manière plus précise 2 axes. Et ces 2 axes, finalement, vous en entendrez parler durant ces 2 journées. Un premier axe qui est vraiment autour des pratiques de modélisation vers la fabrique urbaine, qui est plus particulièrement portée par Lionel, avec une chaîne de modélisation, de simulation numérique et des classes de situations que l'on a voulu identifier, mais je vais en reparler. Et puis un deuxième axe. Donc ces 2 axes, vous voyez, sont complémentaires, qui est plus autour des pratiques de fabrique urbaine, avec une attention particulière sur, dans ces pratiques de fabrique urbaine, quelle est la place des modélisations, des simulations, des expérimentations, qui soient des instruments de l'action. Dans les 2 axes, il y a quelque chose qui nous réunit, qui est cette contribution à des développements de connaissances dans une approche transformative, contributive, et avec ce souci d'aussi étayer les interactions sciences-société, puisque dans les dialogues que nous avons eus au sein du PEPR, dans les différentes journées, il est apparu que c'était quelque chose qui était important de se poser la question de savoir ce que les équipes de recherche faisaient en dialogue avec les protagonistes. Nous avons, outre ces 2 axes, décidé de nous ancrer, je vous le disais tout à l'heure, dans des projets concrets, des ateliers qui nous réunissent, mais aussi de travailler avec les projets lauréats du PEPR et puis de mener nous-mêmes des terrains d'expérimentation. Et ce, en traitant de 4 classes de situations, des projets de territoire qui relèvent plus de l'aménagement, c'est-à-dire du long cours et de la planification, des situations de pilotage du quotidien, des situations de gestion de crise et du transitoire. C'est pour ça que demain, vous entendrez parler de friches également. Et puis, enfin, dernière classe de situation, tout ce qui relève de prospective. Comment peut-on imaginer le futur et expérimenter le futur? Voilà, ce sont 2 axes. Un souci autour de dimension sciences-société et une structuration ancrée dans le terrain. Ces 2 axes et cette structuration ont été là aussi mises en dialogue avec nos collègues lors des journées de Bordeaux qui avaient été organisées par la gouvernance, et les autres collègues des projets lauréats ont confirmé l'intérêt de cette structuration. Je ne vais pas commenter dans le détail, je ne sais pas où j'en suis du temps, mais ça va. Notre structuration, vous avez vu aussi que l'esprit du PEPR, s'agissant des centres opérationnels, c'est un fonctionnement qui permette la structuration de communautés. Donc nous avons réfléchi pour savoir comment nous allions traiter du lien finalement entre des actions que nous pouvions mener avec des projets ou des choses que nous pourrions expérimenter, et puis ces diverses communautés, avec plein de guillemets, qui sont protéiformes, qui sont multiples, qui sont diverses. Et donc nous avons choisi de nous structurer avec des agoras d'un côté, et puis des temps d'atelier de l'autre. Alors agora, ce sont des temps, par exemple, comme aujourd'hui, où l'on organise des rencontres entre divers acteurs qui sont intéressés par la problématique qui nous réunit. L'enjeu étant de mettre en réseau ces acteurs, puisqu'on s'aperçoit, et ça faisait partie des diagnostics du PEPR-VDBI, qu'on a une profusion d'acteurs qui sont extrêmement disséminés, qui ne travaillent pas forcément les uns avec les autres, qui sont pris dans des silos, qui ont des visions, des intérêts divers. Donc l'enjeu, c'est de réunir les acteurs, de ne pas être là pour être dans une relation descendante à leur égard et pour faire des cours magistraux, mais de partager, d'échanger à partir des expériences, des points de vue, des questions, des problématiques, mais aussi parfois des initiatives qui sont développées par les uns et les autres.
Deuxième rôle du côté de ces communautés, c'est de contribuer à ces communautés. Vous avez vu à l'entrée que vous avez des cahiers, des rapports, des palabres qui sont mis à votre disposition. Donc ça, c'est un fruit de discussion de l'équipe. Et Carole Baudin a proposé des formats qui sont des formats de dialogue finalement avec les communautés. Je vous invite à les prendre et à les feuilleter. Elles sont pour vous. Nous travaillons aussi à une plateforme et puis des vidéos. Et puis, nous allons mener un travail de cartographie aussi sur ces différentes communautés, sur les différentes pratiques. Je fais court pour avancer dans ma présentation. De l'autre côté, eh bien, des terrains. J'aime pas trop ce mot, mais ça fait un peu... des terrains, en tout cas, un ancrage dans la réalité des projets. Des choses qui vont être plutôt du côté modélisation et simulation, qui sont portées par Lionel, qui nous ont été proposées par Lionel. Donc nous en avons mis deux, Confluence d'une part et Le Havre d'autre part, sur des problématiques, pour certaines plus d'aménagement, pour d'autres plus autour de la gestion de crise. Donc on retrouve les classes de situation que je vous ai présentées. Des projets qui concernent plus la fabrique de l'urbain, par exemple le projet Campus Lyon, porté par, qui va concerner le campus, qui concerne déjà le campus de Lyon 2, diverses expérimentations aussi que nous allons mener, et puis des collaborations avec des projets lauréats du PEPR VDBI. Vous trouvez VF++. Merci Lucie d'être avec nous aujourd'hui. Il y a d'autres collègues de Trace et de Villegarden qui nous rejoindront sans doute demain. Donc, une présentation de qui nous sommes, comment on a choisi de se structurer. Et puis maintenant, on avait envie de partager avec nous justement le fruit de ces dialogues avec nos collègues du Conseil scientifique et du Collège des parties prenantes qui nous ont aidés à réfléchir à ville durable. Qu'est-ce que c'est quand même parce que c'est bien de réfléchir à modélisation, simulation, expérimentation pour la ville durable, et c'est bien de penser à la fabrique de la ville durable. Mais de quoi parle-t-on? Au-delà des évidences, quels sont les défis, quelles sont les problématiques, comment peut-on faire, et y a-t-il déjà des expériences et des réflexions autour de la ville durable et autour de nos deux axes? Donc nous vous partageons ces premiers pas de dialogue que nous menons et que nous allons mener continuellement avec les différents acteurs. Donc nous vous avons replacé sur ce slide le constat qui a été fait initialement dans le PEPR. Je ne vais pas le commenter puisqu'il vous a été présenté par Gilles. Avec 5 défis qui ressortent pour dire qu'il s'agit de faire quelque chose parce que l'urbanisation demeure et la crise demeure. Et vous verrez, si vous prenez une des productions de l'équipe qui a été réalisée par Carole Baudin, que l'équipe, en l'occurrence Carole, a produit un rapport thématique qui commence déjà à interroger, mais finalement, ville durable, c'est pas si simple que ça, quoi. Qu'est-ce qu'on entend par ville durable? Il y a eu beaucoup de choses qui ont été discutées dans différentes instances, et vous verrez que dans ce rapport, Carole commence déjà à interroger sur qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme. Il apparaît que il est utilisé de manière un peu peut-être déclarative comme une ligne de conduite dans différentes instances, qu'il conditionne des voies d'action qui sont liées à des ressources, des programmes, des outils qui sont portés par différents acteurs, que ce soit les ministères, des institutions, etc. Que tout ça fait que l'on a une profusion d'outils, de programmes, d'instances qui sont à différentes échelles, qui sont, là je reprends les termes de Carole, peu harmonieux. Alors il faut prendre ce terme avec souplesse, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas pensés en articulation. Et puis que ce terme, finalement, il véhicule tout un tas de choses autour de gouvernance, d'indicateurs, de trajectoires et de sciences attendues, plutôt du côté des sciences pour l'ingénieur, d'ailleurs, avec des solutions qui sont attendues, des mesures d'impact, des choses qui sont assez quantitatives. Et nous posons la question de, derrière, y a-t-il d'autres voies, peut-être, qui ne sont pas traitées par les textes que l'on trouve autour de la ville durable? Donc, je vous ai remis le rapport, mais vous le trouverez de manière physique à l'entrée de cet amphithéâtre.
Donc, au-delà de ce premier constat, quand on discute avec les collègues, Éléonore Gendry aussi se lance dans toute une enquête où elle va aller à la rencontre de différents acteurs professionnels dans différentes métropoles, mais pas uniquement, et que l'on discute avec eux sur, finalement, c'est quoi la ville durable pour vous ? La première chose qui apparaît de manière massive dans les échanges, je ne vais pas vous lire tous les verbatims, mais c'est quelque chose qui est à faire, qui est encore à faire. Et puis, ville renvoie à des choses qui sont très précises, mais finalement, on réfléchit plus à l'échelle de territoire. On réfléchit à un ancrage géographique, à une géographie, nous a dit un de nos interlocuteurs. Donc, au-delà des discours, il faut faire. Il faut se mettre dans une modalité qui permette d'agir. Deuxième constat très profond, c'est de dire, en fait, il faut trouver une boussole. Là, c'est un clin d'œil à Jean-Yves Toussaint, qui a été un des initiateurs de ce PEPR-VDBI, qui parlait d'Amer. C'était un fan, enfin c'était, j'en parle à l'imparfait, mais Jean-Yves est toujours avec nous. C'est un fan de navigation. Donc, il faut avoir une boussole pour se poser des questions sur vers où souhaite-t-on aller, en lien avec quelles problématiques et comment. Et là, ce que nous ont dit les acteurs, c'est qu'on était dans une situation où on est dans il y a beaucoup d'incertitudes et en même temps, il y a une pression qui serait liée à une urgence. Mais on ne se pose pas la question de savoir vers où veut-on aller, comment veut-on y aller et à partir de quelle valeur, au sens de ce à quoi on tient et ce qui vaut. Donc nous vous avons mis là quelques verbatims de nos collègues qui disent qu'il y a un sentiment d'urgence qui parfois fait qu'il y a de la précipitation, on attend des réponses tout de suite maintenant. Il y a aussi l'idée que finalement on commence à avoir une représentation de ce que l'on ne fera pas, puisque le discours autour de la ville durable, nous ont dit plusieurs de nos interlocuteurs, c'est un discours soustractif, mais ça ne nous donne pas d'éléments pour savoir ce que l'on fera, ça ne permet pas de réfléchir en termes de possible et de souhaitable. Il y a beaucoup d'incertitudes, y compris par rapport à ce que l'on veut. Et Nadia Arab, qui était là avec nous ce jour-là, nous a dit les acteurs sont dans une séance très particulière où ils ont une difficulté aussi à dire c'est quoi le problème. Et si l'on ne se pose pas ces questions-là, alors se dire que l'on peut contribuer à fabriquer la ville durable, c'est embêtant parce qu'il faut commencer par se poser ces questions-là. Autre élément que l'on partage avec vous aujourd'hui, c'est de dire que cette ville durable, c'est une transition à faire, c'est-à-dire une transformation profonde, transition en voyant aussi à la question de processus. C'est un chemin. Donc il n'y a pas un début, une fin programmée, mais c'est quelque chose qui est à faire et qui est à faire continuellement, en s'ancrant dans des choses qui sont déjà là. Il y a de la matérialité. Je pense que demain, la question des friches va permettre de nous faire comprendre qu'effectivement, il y a du déjà là. Certains disent d'ailleurs que la ville est à refaire à partir de ce qui existe déjà et à réinventer. Et ces transitions, elles concernent beaucoup de plans, elles concernent les acteurs, parce qu'il y a des acteurs, certains, Emmanuel Dupont par exemple, nous a dit les acteurs sont à constituer, ils n'existent pas encore vraiment, on est dans... il aurait été fan de ta boîte à sardines, on est dans des boîtes, dans des silos, et les acteurs sont rangés, mais il faut créer des acteurs qui puissent interagir les uns avec les autres, qui gagnent en compétences. Il faut aussi se mettre dans des processus où on puisse penser, se penser, se repenser différemment, autrement on va reproduire à l'identique, et il faut déstabiliser, et pour cela, il faut repenser des cadres d'action, des cadres pratiques. On les a ensuite interrogés, et nous nous interrogeons sur si la question c'est de savoir c'est quoi le problème et quelles sont les problématiques rencontrées par les acteurs. Alors voilà, quelles sont les problématiques rencontrées par les acteurs? Quelles sont les questions des acteurs? Je ne vais pas, soulagez-vous, je ne vais pas lire toutes les questions. Nos slides, de toute façon, vous les aurez. Vous savez que nous sommes filmés, donc là, je vais donner mon meilleur profil à la caméra. Donc, vous voyez une diversité de questions qui a été évoquée durant cette journée. Ce que l'on peut dire, si l'on regarde ces questions qui vont de l'éclairage à l'éco-conception, à la gestion des déchets, mais aussi pour les bureaux d'études, qui est le deuxième paquet de questions, à la réponse à la commande ou aux outils pour pouvoir répondre à la commande, on voit que toutes ces questions, elles renvoient à le faire. Comment ?
hein. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Premier élément. Elle renvoie aussi à des tensions. Comment je fais pour à la fois répondre à des demandes de rapidité ou à des solutions qui vont rassurer mes interlocuteurs et en même temps pour être pertinent et s'appuyer sur des fondements scientifiques. Comment je fais aussi dans des situations où pour les petites collectivités ou les petites villes, on a des ressources financières par exemple ou des ressources en termes de compétences techniques qui ne sont pas pléthores. C'est-à-dire qu'il y a eu dans les débats le fait que certaines collectivités finalement aient peu de moyens et on a même parlé, Emmanuel Dupont a même parlé d'impuissance des collectivités territoriales. Il y a eu un débat assez passionné à ce moment-là. Mais en tout cas, se pose la question de l'action, se pose la question des dilemmes parfois que peuvent avoir des acteurs, se pose la question des orientations à prendre et la question du faire. Comment je fais? Quelles sont les démarches? Quels sont les arrière-plans à partir duquel je peux m'orienter? Et alors que l'on est en transition et qu'on est dans une perspective où toutes les connaissances ne sont pas disponibles pour pouvoir agir. Autres points qui ont été évoqués, donc des questions à de multiples niveaux, le besoin de pragmatisme, de s'ancrer dans du concret, ça c'était une demande qui était adressée aux scientifiques. Des questions autour de ce que l'on pouvait produire à partir de ces démarches, de ces outils, de ces réflexions autour de la rationalité de l'action, en se disant qu'est-ce qui va être reproductible, qu'est-ce qui peut être générique, comment on fait pour se sortir de la singularité peut-être qui est liée justement à la géographie des démarches dans lesquelles on s'inscrit. Et puis beaucoup de réflexions aussi sur la place de la recherche dans ces questionnements. Alors pour nous, au-delà de passer des moments très riches avec un conseil scientifique et des parties prenantes, c'était vraiment l'idée de s'ancrer sur l'expérience, puisque là, dans cette réunion, il n'y avait pas que des collègues chercheurs, il y avait des collègues qui étaient ancrés justement dans des pratiques autres que des pratiques de recherche. Pour nos deux axes, qu'est-ce que ça nous a apporté et comment ça a enrichi notre manière de considérer les choses? S'agissant du premier axe, qui est vraiment l'axe dont on va parler aujourd'hui, qui est autour de la modélisation dans la perspective de la fabrique urbaine et des pratiques de modélisation vers la fabrique urbaine. Nous avons eu un débat qui est un long débat et qui nous importe puisque c'est quelque chose qui sans doute déforme quand on parle de modélisation, c'est de se dire qu'il y a des modélisations, plusieurs formes de modélisation qui sont produites par différents acteurs dont les chercheurs. Ces modélisations, pour qu'on puisse avancer sur la fabrique de la ville durable, il faut qu'on les traite, qu'on les appréhende, qu'on les comprenne à partir des pratiques dans lesquelles elles s'inscrivent, qu'on les prenne comme des outils, voire même si possible des instruments utiles pour l'action, que ces modélisations, elles doivent être inscrites dans des usages, des orientations, au service de territoires, et que l'on devait aussi poser la question de l'évolution des pratiques chez les professionnels avec lesquels on était en train de discuter, et aussi que parler de modélisation, ça demandait à réfléchir à quel était l'objet modélisé, et en se disant qu'il y avait finalement une multiplicité d'objets, certains étant des phénomènes physiques, d'autres non, et que selon l'objet ou le phénomène modélisé, on n'avait pas les mêmes types de modélisation. Nous avons aussi eu un débat et nous aurons une attention, et je pense que cette journée aujourd'hui va y contribuer, mais aussi demain, à parler des crises de la modélisation et plus particulièrement des crises de représentation. Je pense que Nicolas, ça renvoie à des choses que tu vas nous présenter également. Crise de la représentation qui, pour nos interlocuteurs, nous confortait dans une analyse que nous avions faite aussi, qui était une crise de la projection, disant nous avons certains outils, finalement, certains modèles ou certaines pratiques de modélisation qui tentent à réduire et figer les représentations et qui ne permettent pas d'explorer les possibles et qui tendraient à faire croire qu'il y a une seule réalité univoque pour demain. Bon, ça, je vous ai mis les critiques les plus vives, ou en tout cas les points d'alerte les plus vifs. Dernier élément qui était une crise aussi de la préemption ou de l'instrumentalisation
Ce que vous avez là, ce sont les termes qui ont été débattus durant ces journées-là, c'est-à-dire avec le souci que la modélisation soit un outil, voire même un instrument, qui, pour permettre justement la fabrique de demain dans un cadre qui est un cadre de contribution, de co-conception, etc., etc., certains ont dit durant cette journée démocratique, que l'on se pose la question de si l'on modélise, on modélise un savoir et il peut y avoir finalement le risque de produire des sachants d'un côté et puis des non-sachants de l'autre. Plus tard, certains collègues ont eu voilà, des outillés, des outillants. Voilà. Donc, avec une attention, quand on conçoit des modèles, quand on met en place des pratiques de modélisation, comment est-ce qu'on peut intégrer ça? Et en posant aussi la question des cadres réglementaires dans lesquels s'inscrivent ces pratiques de modélisation dans la perspective d'une fabrique de la ville. Ce que l'on a essayé de réfléchir aussi dans ces interactions, encore une fois, c'est un appui sur ce matériau qui a constitué ces journées, mais c'est aussi ce qui est rencontré dans les différents entretiens qui sont réalisés au sein de l'équipe, c'est de se dire qu'il faut mieux réfléchir sur ces modèles, ces pratiques de modélisation, c'est quoi leurs propriétés attendues justement dans le cadre de cette fabrique. Juste quelques-uns, c'est des modèles et des modélisations qui ne soient pas performatifs, qui ne soient pas souverains, qui ne soient pas fermés pour qu'il puisse y avoir un vrai dialogue autour de ces modèles, qui soient transparents, c'est-à-dire qui donnent à voir la manière dont ils ont été produits et fabriqués, mais aussi les arrière-plans à partir desquels ils peuvent fonctionner, les hypothèses qui permettent de les faire fonctionner. Je vous ai mis un mot qui n'est pas très français, ni suisse, ni je sais quoi, qui est il faut qu'il soit patouillable, c'est-à-dire que n'importe qui puisse s'en saisir et puisse discuter. Outre ces propriétés, que je ne vous énonce pas toutes, des fonctions. Ça n'est pas pareil de penser la modélisation pour montrer, pour dialoguer, pour concevoir ensemble, pour expliciter, pour identifier des problématiques. Qu'est-ce qu'on attend de ces modèles? Ce qui nous est apparu très important et qui a été dit à de multiples reprises par nos collègues, c'est de se dire ces modèles, ils doivent permettre d'agir pour penser, de penser pour agir. Et puis des critères qui ont été beaucoup débattus. Quand on pense modèle et modélisation dans le cadre scientifique, certains nous ont dit on pense vérité, mais quels sont les modèles qui sont attendus là pour la fabrique urbaine si on se met dans un cadre collaboratif? Est-ce que c'est de la pertinence? Est-ce que c'est de l'efficience, c'est-à-dire aller aussi vite? Est-ce qu'on attend d'eux qu'ils soient figuratifs? Est-ce qu'on attend d'eux qu'ils soient opératifs? In fine, on peut dire qu'on peut adopter finalement une position qui semblerait nous réunir, qui est encore à travailler, c'est de se dire la manière dont on prend les modèles, c'est de les prendre comme des instruments qui seraient inscrits dans des usages, inscrits dans un processus, dans une démarche, en lien avec un contexte particulier et une problématique énoncée. Quel est le problème qui est traité ou quels sont les problèmes qui rentrent au service desquels, d'une certaine manière, les modèles sont manipulés. Quels sont les arrière-plans et les utilisations de ces modèles? Il nous a semblé, et vous allez en parler, me semble-t-il, aujourd'hui, largement, les champs de validité, par exemple, des modèles que l'on est en train d'utiliser. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas dire? Quelles sont les incertitudes qu'il y a autour de ces modèles et quelles sont les pensées et les cadres d'action? Comment ça se pense dans un collectif, dans une approche collective, avec une diversité d'acteurs? Vous allez ce matin en parler. Comment pense-t-on l'usage de ces modèles pris comme des instruments, de la conception jusqu'à leur maintenance, jusqu'à leur gouvernance, pour que ce soit un objet démocratique et que ce ne soit pas un objet qui soit uniquement le fait de quelques sachants? Beaucoup de questions restent à instruire dans le cadre de notre centre opérationnel. Nous avons mis quelques-unes de ces questions.
Une des questions qui est beaucoup revenue dans ces échanges et qui apparaît souvent lors de nos échanges à l'extérieur avec d'autres collègues, c'est la question de comment on fait justement pour mobiliser des pratiques de modélisation et intégrer aussi des pratiques de modélisation qui ne soient pas le fait que d'experts, mais des habitants, des associations, etc. À quelle phase et comment, si on ne veut pas rester dans quelque chose qui reste très consultatif, informatif, mais pas du tout associatif au sens fort du terme. S'agissant de notre deuxième axe, toujours à partir de cet échange très riche, de nos réflexions et encore une fois des échanges que nous avons avec d'autres acteurs à l'extérieur de ce type de journée. Je ne sais plus combien j'ai de slides après. Je crois que c'est le dernier, l'avant-dernier. 10. Bref, je perds du temps là à commenter. Donc, vous allez voir, on va retrouver des choses qui déjà alimentent le premier axe autour de la modélisation simulation. La première chose, ça a été de dire, si on veut vraiment être sur la fabrique d'une ville durable, alors il faut avoir une manière de penser cette fabrique de manière renouvelée. C'est-à-dire, il va falloir penser en termes de gouvernance, d'institutions, de compétences, de transition, de milieu de vie, en étant ancré dans la matérialité. C'est-à-dire, il s'agit de ne plus être dans le discursif, il faut être ancré dans le faire. Et dans ce faire, il y a aussi de la matérialité, des infrastructures, des bâtiments, etc. C'est pour ça que vous avez une photo qui a été faite par Carole qui illustre par exemple cette matérialité. Et là, ils nous ont finalement partagé des choses qui sont plus pour eux des positionnements. On retrouve des choses que je vous ai déjà évoquées précédemment en disant avant de penser solution, tout le monde se précipite pour penser solution. Non, il faut penser à poser et à poser les termes des problèmes que l'on souhaite finalement traiter. Ces problèmes, ils doivent être non seulement posés, mais ils doivent être posés de manière partagée. Ils doivent être constitués et ils doivent être partagés. Et du coup, on revient à cette fameuse question de quelle participation. Cette question de c'est quoi le problème, c'est quoi finalement ce que l'on essaie de résoudre là et de poser, c'est il faut se la poser en permanence. Et puis, il faut s'autoriser à cheminer, c'est-à-dire qu'il faut s'autoriser à être dans des processus où on est en pas à pas, où on a le droit à l'erreur, où on va bifurquer. Parce que dans les dialogues et dans l'expérimentation, c'est pour ça qu'on a rajouté ce terme, en faisant, on va s'apercevoir qu'il y a de nouvelles contraintes ou au contraire de nouvelles possibilités qu'on n'avait pas du tout en tête au tout départ. Et donc, on doit s'autoriser à changer de route. Cela doit se faire, et ça a été vraiment le leitmotiv, et pour nous c'est très important, en prise avec les territoires. Ça doit s'ancrer dans une réalité physique, culturelle, patrimoniale. Je pense que la question des friches demain va nous montrer que c'est extrêmement important, avec une pluralité d'acteurs. Mais quand on dit acteurs, c'est dans un fonctionnement partagé. Certes, on a des configurations avec des élus, des responsabilités qui ne sont pas tout à fait les mêmes, mais ça veut dire que l'on va donner place aux acteurs, on va les considérer comme de vrais protagonistes, c'est-à-dire qu'ils ont légitimité à porter des choses, ils ont des expériences, ils ont des connaissances, ils ont des compétences, mais c'est quelque chose qui doit être pensé, ça ne se décrète pas, ça s'organise pour permettre justement de co-concevoir sans avoir l'illusion que la technique permettra de prendre la décision ou que les usages seuls permettront de décider. Il faudra arriver à trouver des modalités de gouvernance et d'action qui, certes, s'appuient sur des éléments qui viennent de la technique, certes, qui s'appuient sur l'expérience et les usages, mais qui trouvent comment mettre en dialogue les deux. Et cela demande aussi de réfléchir à une orientation politique, stratégique, technique et sociale. Ne vous inquiétez pas, nous n'avons pas fait la révolution le 4 février, mais l'enjeu étant de revenir à cette question d'Amer qui est évoquée par Jean-Yves Toussaint, de dire il faut une perspective, il faut une discussion autour de quel est le milieu de vie que l'on souhaite demain, au plan de
de la manière de penser les relations sociales, l'intégration, l'inclusivité, la gestion des déchets, la pollution atmosphérique, etc. Donc, nous en avons fini de cette réflexion sur la fabrique urbaine en disant que cette repolitisation, elle demande donc de discuter de manière conjointe de perspectives, de vers où veut-on aller, en tenant ces différentes dimensions, mais aussi à s'attacher à la décision publique, ce qui veut dire dans la manière d'inventer la fabrique de la ville de demain, il faut aussi exposer ce qui va permettre de prendre la décision et de la partager. Et puis nous avons fini nos journées sur des considérations sur le rôle de l'État. Un point pour lequel donc, je n'ai plus de temps, et c'est 1 minute, j'ai l'impression d'être un œuf mollet, ça a été, sur cette deuxième partie, l'éloge de l'expérimentation, en disant ce que nous faisons déjà et ce qui est fait déjà, et ce qui doit être pensé, ce qui doit être accompagné, c'est la question de l'expérimentation. Puisque la ville durable, finalement, elle est encore à faire, elle est en train de se faire, il faut se mettre à expérimenter, c'est-à-dire à élaborer des expériences et à faire et à apprendre des expériences que l'on est en train de réaliser. Mais cette expérimentation, elle se pense. Elle se pense comme un processus itératif qui demande de mettre en place un observatoire de l'expérience, pour pouvoir justement apprendre de ce que l'on a pu faire ou ne pas faire. Elle demande d'agir de manière décloisonnée et holistique avec un public que l'on va réunir autour justement de cette expérimentation. Et elle demande de repenser la manière dont on va mettre en œuvre ces expérimentations pour ouvrir à ce que j'appellerais moi de la prospective, c'est-à-dire de l'exploration aussi des possibles. Je pense que ça, demain, vous allez en parler autour des friches, et y compris sur des cadres réglementaires. Et tout cela nous permet de revenir à des choses qui sont autour de la modélisation et de la simulation, parce que dans ces expérimentations, qui sont des formes de conception innovantes, eh bien, se pose la question des outils, par exemple, des objets intermédiaires qui vont permettre aux différents acteurs de se coordonner et d'avancer. Donc je vais m'en arrêter là, puisque mon temps est compté. Et vous verrez que cet après-midi, enfin ce matin et puis demain, nous avons finalement sollicité des collègues en pensant qu'ils allaient justement permettre de continuer à contribuer à ces deux axes. Je vous remercie.